Au Brésil, Bento, un flic de choc, est témoin d'un massacre d'enfants dans une favela contre lequel il ne peut rien. Écœuré, il quitte la ville et se rend en Amazonie pour mettre son savoir-faire au service d'une tribu d'Indiens dont son père était originaire, les Munduruku. Un jaguar deviendra son allié dans sa lutte pour protéger son peuple et sauver la forêt menacée. Voilà, vous venez de voir le trailer, la bande-annonce du roman Munduruku. Donc on va parler de ce roman. On avait déjà présenté Patrice il y a quelque temps pour un autre roman qui s'appelait African Queens, qui faisait partie d'une série de romans, d'une série policière avec le commissaire Samarcand comme protagoniste. Et là, avec celui-là, on n'est plus du tout dans le Paris du 18e ni Barbès. On change complètement d'univers. On se retrouve au Brésil, comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, avec ce livre qui s'appelle Munduruku. Donc je vais commencer par vous lire une critique qui a été écrite par monsieur Richard Verly, qui est correspondant pour la France au journal Le Temps en Suisse. Richard dit « Les romans policiers sont les nouveaux portraits ethnologiques de nos sociétés contemporaines. La trame de leurs récits raconte nos vies, nos défaillances et nos espoirs. C'est le cas de Munduruku, qui mérite bien son nom de fresque policière. » Alors, est-ce que c'est une fresque policière ? Qu'est-ce que tu penses de cette formule ? Moi, je pense que c'est une formule qui correspond tout à fait au roman. Qui a une trame effectivement policière au début notamment, et qui permet de faire passer un message sur un certain nombre de problèmes qui peuvent se poser au Brésil et ailleurs, dans le monde, mais notamment au Brésil, d'une façon qui est assez distractive, comme un thriller en fait. Donc je trouve que c'est une bonne formule que Richard a trouvée, qui résume assez bien le roman, enfin la conception du roman. Donc ce roman s'inscrit dans une série de 3 romans qui se déroulent tous les 3 au Brésil. Et cette série de 3 romans s'intitule, enfin tu l'as intitulé Tropique de feu. Il s'agit de fictions indépendantes les unes des autres, mais dans lesquelles on retrouve quand même des petites choses. Mais on peut les lire donc l'une après l'autre. Donc le premier opus de cette série de 3, c'est Munduruku, c'est celui qu'on va présenter aujourd'hui, mais je vous parlerai aussi à la fin un peu des 2 autres. Donc le deuxième est déjà paru et le troisième à paraître. Mais donc on va se concentrer sur celui-là aujourd'hui. Donc ce roman a 4 parties, il est composé de 4 parties. La première, c'est la loi de la jungle. La deuxième, le fleuve sacré. Le troisième, l'esprit de la forêt. Et troisièmement, le testament de l'archange. Donc vous voyez qu'on va dans des univers complètement différents d'une partie à une autre. Et c'est quand même 4 parties optimistes, bien que le sujet soit assez actuel et compliqué. La première partie de ce roman donc, se passe à Rio, comme vous l'avez vu dans la bande-annonce. Rio infernal, qui est le reflet de la politique sud-américaine. Alors, ma première question, en fait, c'est par rapport à ces romans. Pourquoi le Brésil ? Pourquoi et comment on passe de l'univers de Barbès et du 18e à Paris, tout à coup dans une série de 3 romans qui se passent au Brésil ? En fait, moi, j'ai dans mes romans, j'ai 2 univers très, très marqués sur le plan géographique. D'abord, c'est Paris, et ensuite, c'est le Brésil. Peut-être que ça sera la Grèce un jour, Athènes, qui sait. Mais alors Paris, parce que moi, j'étais né en province, comme tous les Parisiens, et j'ai voulu aller à Paris dès que j'ai pu, et j'y suis resté plus de 40 ans. Et j'ai vécu notamment à Montmartre. Et le Brésil, parce que j'y suis allé une première fois en mai 68, dans des conditions un peu exceptionnelles, que j'y suis resté 3 mois, que je suis tombé amoureux de ce pays. J'ai même ramené une femme, qui est là, plus tard. Et le Brésil reste pour moi, et notamment Rio, mais même le Brésil dans son ensemble, ça fait partie de mon univers mental, en fait, si tu veux, tu vois. Donc c'est pour ça, je voulais faire quelque chose sur le Brésil qui ne soit pas ennuyeux, qui ne soit pas polémique,
mais qui raconte un petit peu ce qui s'y passe quand même d'une certaine façon. Oui, donc l'image que tu donnes de Rio, c'est donc une ville avec, j'ai noté, une démographie explosive, un État bouffé aux termites, des politiciens corrompus, des policiers écartelés en clans, de la drogue à tous les coins de rue, la violence dès l'enfance. Il y a des filles qui font la pute à partir de l'âge de 12 ans, des garçons qui entrent dans les bandes ou dans la police. Et en même temps, Rio est un mythe pour les touristes. Et tu dis qu'il y a belle lurette que la ville du carnaval et du Christ rédempteur est dangereuse. Donc je cite une phrase ici du livre. À Rio, on vivait avec et on n'y prêtait même plus attention. Il suffisait de regarder derrière soi en marchant dans la rue et de ne jamais porter de bijoux ou de montres de prix. Il fallait juste avoir toujours un peu de cash au cas où un pauvre type à moitié drogué aurait la mauvaise idée de vous menacer avec son flingue ou son couteau. Donc c'est ça le Rio dans lequel tu as vécu. Ma femme va me faire la gueule pendant 8 jours, là, pour le coup. Mais en fait, c'est vrai que Rio, c'est 10 millions d'habitants. C'est une ville qui est effectivement dangereuse, mais qui est en même temps une ville fascinante. Moi, j'y ai vécu, il ne m'est jamais rien arrivé, en fait, quand même. Donc, en fait, il y a des zones qui sont très marquées. Il y a les bidonvilles et puis il y a les zones résidentielles. Et le danger est essentiellement quand même dans les favelles. Hein. C'est ça. C'est quand on prend les chiffres de la criminalité, c'est surtout dans les favelles. Donc, je conseille vivement d'aller faire du tourisme à Rio, parce que malgré tout ça. D'accord. Donc il y a quand même dans ce cadre de Rio qui est posé dès la première partie, il y a un bataillon des opérations spéciales et de la police militaire de l'État de Rio que tu appelles le BOPE et qui est chargé du sale boulot que les politiciens se gardent bien de régler. Alors je vais lire un petit passage qui parle du BOPE. Les 4 équipes d'action du BOPE, le bataillon des opérations spéciales de la police militaire de l'État de Rio, sont réunies depuis près d'1 heure dans le hangar qui jouxte la salle d'opération du quartier général. Il fait déjà très chaud et les uniformes noirs, flanqués de leurs fameux écussons à tête de mort, collent à la peau de ces hommes spécialement entraînés pour les combats de rue les plus durs. Oui, c'est une unité particulière, le BOP, qui est intègre. C'est des flics qui sont assez bien payés, qui sont très très bien formés et qui font un peu effectivement le sale boulot d'essayer de maintenir l'ordre contre les trafiquants dans les favelles, ce qui est assez difficile parce qu'il y avait une tentative de pacification des favelles en implantant des unités policières, mais ça s'est fait à très petite échelle. Et en fait, la pacification a échoué dans la pratique. Donc, ces unités du BOP, quand il y a des problèmes, débarquent parfois en hélico. Enfin, c'est assez spectaculaire. Hein. Donc voilà, le cadre est posé, Rio, le BOP, et on rentre dans le roman avec un premier personnage qui fait partie de ce BOP, c'est Bento. Alors, qui est Bento ? Bento, c'est un capitaine du BOP qui a la particularité d'être, dont le père est un Indien, et donc qui est amoureux de sa ville, enfin comme beaucoup d'habitants de Rio, et qui est un petit peu effaré par ce qu'il peut voir en fait. Donc il fait son boulot, mais au bout d'un certain temps, je pense que tu en parleras, il voit quelque chose qui le révolte et il décide d'aller faire autre chose. Mais il a une technique, quoi. Oui, il assiste à un massacre d'enfants. Voilà, contre lequel il peut rien faire dans un complexe de favela, qui est le complexe de la Marée ou d'Oualéman, je crois, quelque chose comme ça, qui est un complexe de 10 ou 12 favelles ou 15 favelles. Et il peut rien faire, donc ça le dégoûte définitivement. Et il décide en fait d'aller mettre son savoir-faire au service de la tribu de son père, donc les Munduruku, qu'il va découvrir et qu'il va nous faire découvrir en même temps qu'il les découvre. Et là, lecteur, on se retrouve confronté à une autre partie dans laquelle on va parler des Munduruku. Alors, les Munduruku, ce sont des Indiens qui existent vraiment en Amazonie. Et là, alors j'ai noté plein de petites choses parce qu'on apprend plein de choses sur ces Munduruku, qui sont une ethnie très peu connue en fait. Enfin, moi, j'en avais jamais entendu parler des Munduruku. On nous dit par exemple, tu nous dis dans ce livre par exemple, un vieil homme qui joue de la flûte parasui, un instrument important dans la mythologie Munduruku. Donc les Munduruku ont une mythologie.
Oui, les Munduruku ont un monde à eux qui est un monde qui est très particulier, comme tous les Indiens. Notamment, ils sont persuadés qu'on ne meurt jamais, qu'on se réincarne soit dans des animaux, soit dans des plantes. Ce qui fait que, par exemple, quand ils tuent un autre Indien ou quand ils tuent un animal, pour eux, c'est pas tuer, c'est juste une transformation. Et ça, c'est très, très ancré dans la mythologie des Indiens d'Amazonie. Pour dire deux mots quand même, l'Amazonie, c'est 7 fois la France, donc il faut quand même voir un petit peu le contexte. Ces Indiens-là vivent sur le bord du Rio Tapajós. Le Rio Tapajós est un des affluents de l'Amazone. Pour vous donner la taille, parce que ce qui est important dans le Brésil, c'est de bien intégrer la taille. Quand le Tapajós se jette dans l'Amazone, il fait 40 km de large. Et l'Amazone elle-même, quand elle se jette dans l'océan Atlantique, fait 90 km de large. On ne voit pas d'une rive à l'autre. Et dans l'embouchure, il y a une île qui a la taille de la Suisse. Donc ça vous donne un petit peu une idée de ce que ça peut être, en fait. Et 2 fois par an, l'eau de mer remonte sur le fleuve. C'est une vague qui remonte sur 40 ou 50 km, qui s'appelle la Pororoca, et qui fait 6 ou 7 mètres de haut et qui détruit tout. Donc l'Amazonie, c'est un monde à part, en fait, quoi. C'est un monde gigantesque et où les lois ne sont pas les mêmes que dans le reste du Brésil, en fait. Et c'est assez peu peuplé, même très peu peuplé. Tu nous dis que selon la coutume, elle avait été promise par sa mère avant sa naissance. Quand elle commença à perdre le sang à l'âge de 12 ans, on accomplit le rituel, puis on la maria avec Caro, le fils de la sœur de son père, issu de la moitié rouge des Munduruku, car elle-même était membre du clan Boro, rattaché à la moitié blanche. Oui, parce que chez les Munduruku, pour éviter la consanguinité, il y a on ne se marie jamais dans le même clan. Il y a soit le rouge, soit le blanc, c'est ça, voilà. Et donc jamais un rouge ne se mariera avec un autre rouge. Ce qui évite tous ces problèmes, parce que c'est des gens qui vivent dans des petits villages quand même. Donc ce qui est pour éviter les problèmes de consanguinité qu'on a pu constater dans les colonies que certains occidentaux, même nazis d'ailleurs, ont fait, ça évite ce genre de problème. Donc il est hors de question de se marier d'une ethnie à l'autre comme ça. Il n'y en a que deux, donc les rouges et les blancs. Chez les Munduruku, oui. Parce qu'il y a d'autres Indiens que les Munduruku. Il y a 40 tribus indiennes différentes. Donc ça, c'est ceux qui sont sur le bord du Tapajós. Ceci dit, ils sont quand même très très peu nombreux. Les Indiens, c'est moins de 1% de la population du Brésil. Donc, mais ils occupent une grande surface qu'on essaye de leur piquer maintenant, petit à petit. Mais enfin, bon, ça c'est un autre sujet. Oui. Alors, il lui répondit que les sorts ne pouvaient pas traverser les murs de sa maison car son dieu à lui était aussi fort que Karosakaibo, oui, le lieu des Munduruku. Oui, le dieu des Munduruku est un dieu dont la particularité est que son domaine, c'est le Rio Tapajós. Donc, si on construit des barrages sur le Tapajós, qui était le projet du gouvernement, on construit des barrages dans le domaine du dieu des Indiens. Donc ça, c'est absolument insupportable, en fait, pour eux. Ensuite, sans se l'avouer, il n'est pas loin de partager la croyance Munduruku qui dit que les plantes ont une âme, oui, que les animaux et que le monde est ainsi fait que quand un homme meurt, il peut se réincarner aussi bien dans un toucan à bec rouge ou un wakari chauve que dans un ungurawa, le palmier sacré d'Amazonie, ou un jatoba, l'arbre dont les fruits apportent l'équilibre mental. Oui, absolument, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour les Indiens, on ne meurt jamais, on se réincarne dans une plante, dans un animal ou dans une autre personne. Mais comment tu as travaillé pour écrire tout ça sur les Munduruku? En fait, j'ai lu une approche ethnologique. Il y a une littérature Munduruku. Il y a un type qui s'appelle Daniel Munduruku qui écrit d'ailleurs des contes pour enfants. Et j'ai lu un petit peu ce qu'il racontait lui aux enfants. C'est ça qui est intéressant parce que lui c'est un Indien qui vit à Rio. Donc, mais il a donc mis en forme compréhensible par tous la mythologie Munduruku pour que les enfants Munduruku l'intègrent. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui ne connaît pas, moi qui n'ai pas vécu en Amazonie, même si j'y suis allé, pour essayer de comprendre toute cette mythologie qui est assez complexe.
Et alors, il y a le pagé qui est le sorcier. Je suppose que tu en parleras peut-être après. Oui, on va parler D'accord. après. Donc il y a d'autres thèmes plus importants au-delà de la recherche ethnologique sur les Munduruku et de la présentation du Brésil. On aborde aussi dans ce roman des thèmes plus actuels et plus criants, c'est l'exploitation de l'or. Et donc dans le fil du roman, on rencontre, puisque Bento est parti rejoindre la tribu des Munduruku en Amazonie, il se retrouve confronté à une compagnie aurifère canadienne, la Barrick Gold, qui veut une concession pour l'exploitation industrielle du minerai, et une compagnie française aussi, Engie, qui veut construire un gigantesque barrage. Et si elle ne résiste pas à la jungle, une compagnie chinoise. Alors voilà, tel est le Brésil, État pourri qui n'a que faire des indigènes et du poumon amazonien de la planète. Oui, alors cette compagnie canadienne existe et elle est connue pour être particulièrement polluante. Elle a fait des choses abominables en Indonésie. Le problème, c'est que la recherche de l'or en Amazonie, c'est pas uniquement le fait des grandes compagnies, c'est surtout le fait des garimpeiros, des petits chercheurs d'or individuels. Et pour extraire de l'or, on extrait du plomb et le plomb, on le rejette dans la rivière. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Quant au barrage, Engie, en fait, c'est l'ancienne Suez. Et tout le monde veut construire des barrages sur ce Tapajós. Pour le moment, je précise quand même que le gouvernement a interdit la construction de ces barrages. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'avenir, quoi. Hein? Il y a aussi le problème de la déforestation. Oui. Tu dis les dégâts causés par l'orpaillage industriel sont généralement irréversibles. Il sait qu'en dépit de tous les engagements qu'elle a pu prendre, la compagnie ne respecte qu'une seule chose, le profit. Il sait aussi qu'elle ne fait qu'exploiter, qu'elle ne crée pas de richesse, qu'avec elle c'est plutôt massacre à la tronçonneuse et qu'une fois les filons épuisés, elle pliera bagage en laissant derrière elle un paysage dévasté. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on pense généralement que c'est la pluie qui fait pousser les arbres, alors que c'est exactement le contraire. Ce sont les arbres. Un arbre en Amazonie, ça jette 1000 litres d'eau dans l'air tous les jours. Et c'est l'arbre qui crée la pluie. Donc si on détruit les arbres, il n'y a plus de pluie. Donc ça se désertifie, d'autant plus que le sous-sol amazonien n'est pas très riche. Et très vite, on se retrouve avec en fait, du sable, une espèce de savane, quoi. Donc détruire les arbres, c'est très dangereux, en fait. Et il y a beaucoup de destruction pour des raisons, pour planter du soja, pour nourrir du bétail, etc. En même temps, il faut un peu comprendre, je ne cherche pas à défendre le gouvernement, mais les Indiens occupent une place gigantesque alors qu'il y a une population qui est très très faible. Donc il faut essayer d'intégrer le fait que l'Amazonie, c'est un peu le bien du monde, quoi. C'est-à-dire, c'est 20% de l'eau douce de la planète, hein, l'Amazonie. Donc je pense que d'ailleurs les Brésiliens ont là un atout de chantage vis-à-vis du monde qui est assez fort, parce que c'est 20%, donc c'est ça, de l'eau douce et donc de l'oxygène. En fait, c'est ça qui est... Enfin, c'est quand même préoccupant un petit peu l'Amazonie. Et donc du coup, Bento bien sûr s'en préoccupe puisque c'est le protagoniste et il est venu en Amazonie et chez les Munduruku avec un arsenal pour défendre son peuple, et il rencontre parmi d'autres le père Michel qui est surnommé l'archange, qui s'est fait adopter par les Indiens et qui a mis de l'eau dans son vin, et ce n'est pas un missionnaire inquisiteur comme l'Église catholique a su en envoyer jusqu'ici. Tu dis que c'est un curé qui tient à la fois une église, un bar et un bordel. Oui, c'est un missionnaire libanais qui a connu un petit peu quelques horreurs au Liban, et il s'est installé chez les Munduruku avec l'idée de les endoctriner, mais il s'est bien vite rendu compte que leur enseigner une religion où les gens vivaient à l'époque dans le sable avec des chameaux, c'était pas exactement le contexte local. Donc il a renoncé, il s'est mis en ménage avec une indienne, il a ouvert un bar et bien sûr aussi un bordel. Mais je précise quand même que l'argent que dans ce bordel, en fait, il aide des indiennes à survivre, il leur prend pas de fric. Voilà. Donc il est assez bien ce c'est Libanais. Et l'archange, c'est parce qu'il s'appelle Michel, quoi, évidemment. Ben oui. Ouais. Donc on a toujours ce genre de personnage un peu fantasque.
Il a un perroquet aussi. Il a un perroquet, oui. Un perroquet qui est islamiste, puisqu'il vient du Liban, et qui, toutes les 5 heures, braille Allah Akbar en se tournant vers la Mecque. Ouais. Voilà. Oui. Donc voilà, avec tous ces personnages un peu particuliers, donc on est au fin fond de l'Amazonie avec les Indiens Munduruku, l'archange et son perroquet, Bento. Vous voyez un peu comment l'intrigue commence à se construire et comment l'ambiance du roman se met petit à petit à exister. Et puis il est question alors aussi d'une Américaine qui se fait violer et décapiter alors qu'elle était représentante d'une ONG bien connue aux États-Unis, et ce meurtre va faire un scandale international puisque ça va entraîner tout un tas de conséquences. Oui, parce qu'évidemment, son père est un type assez connu de Californie, donc il fait un gros scandale aux États-Unis. L'américaine, elle est non seulement décapitée, mais ensuite, par une technique qu'ont les Munduruku, ils font bouillir son corps, ils la transforment en une boisson qu'on fait boire à Bento sans qu'il le sache. Parce que c'était sa copine. C'était sa copine, oui, voilà. Comme ça, donc il a intégré l'âme de sa copine. Voilà. Oui, tout ça, ce sont des coutumes Munduruku. Il faut faire avec, on est dans le roman, c'est comme ça. Et donc, suite à ça, Bento se perd dans la forêt avec son jaguar femelle apprivoisé, donc l'once qu'on a vu tout à l'heure sur le petit trailer. Donc l'once, animal emblématique aussi. Alors l'once, en fait, c'est une once qui est venue et qui l'a apprivoisée. Ça devient un peu sa femme, en quelque sorte, j'allais dire. C'est pas ça, mais il part avec cette once à la recherche de son père. Et l'once chasse pour lui, le protège, et ils vont retrouver l'esprit du père, là où les deux fleuves, c'est pris une mythologie Munduruku, 2 fleuves sacrés se rencontrent, et ensuite Bento disparaît, et l'once disparaît aussi, mais on la reverra à la fin. Oui. Hein? Mais l'once, c'est un animal particulier. Alors l'once, c'est un animal qui est très recherché. Il y en a, d'ailleurs, on dit qu'il en reste très peu, on parle de 150. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de voir comment on chasse l'once. Le chasseur d'once, qui est un métier tout à fait à part, parce que c'est un métier qui est évidemment très dangereux, arrive par l'eau, parce que le seul moyen de pénétrer l'Amazonie, c'est par l'eau. Donc il débarque sur le fleuve avec une corne qu'on appelle la chamaonce, qui fait le bruit de l'once, en fait, qui fait le cri de l'once, et il s'enfonce dans la forêt. Et tous les 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, il tue quelques singes pour faire un charnier, en espérant que l'once va être attirée par l'odeur des singes tués et par son cri. Ensuite, il revient sur son parcours et là, il essaye de tuer l'once. Sauf que parfois, c'est lui qui se fait tuer. Parce que les onces, donc c'est un métier qui est très dangereux. C'est des gens qui sont très, très, très considérés, mais il est interdit de chasser l'once au Brésil, je précise. Enfin bon. Surtout s'il en reste très peu. Voilà. Donc on rencontre d'autres personnages aussi, et au passage, c'est l'occasion d'égratigner un peu de façon politique, un peu la réalité du Brésil aussi, et de régler quelques comptes politiques. Par exemple, tu parles des gringos aussi, et tu dis rejeter la faute sur les gringos avides qui veulent profiter de l'affaiblissement temporaire du Brésil lui paraît un excellent angle d'attaque vis-à-vis d'une opinion meurtrie et humiliée par le comportement d'une classe politique prédatrice et kleptomane. Oui, ben gringo, c'est ce qu'on appelle, en fait, ce sont les Nord-Américains, quoi. Bon, mais c'est une tactique politique qui est générale, comme ici on s'en prend à Bruxelles, là-bas on s'en prend aux gringos, quoi. C'est un peu ça. C'est toujours la même chose. C'est toujours la faute de l'autre, quoi, en fait. Oui. Et tu trouves est-ce que c'est un jugement personnel, ou est-ce que c'est Bento qui voit la classe politique comme prédatrice et kleptomane ? Non, je pense que la classe politique brésilienne n'est pas de très grande qualité et que les Brésiliens le savent. Hein. Donc Bento, il fait comme tous les autres Brésiliens, quoi. Il a son opinion, qui est celle de tout le monde. Ouais. Ok. En plus de l'action donc, qui est écrite au présent, alors que le ton est en général plutôt à l'imparfait du récit, la culture brésilienne, urbaine puis indienne est extrêmement bien décrite et distillée au goutte à goutte au fur et à mesure qu'on découvre les Indiens,
On apprend plein de choses, pareil pour la société, pareil pour l'organisation, pareil pour la déforestation. On aborde tout un tas de thèmes très différents, mais très brésiliens et très actuels dans ce roman. Tu nous parles aussi d'autre chose, c'est de l'oxy. Tu dis c'est 2 fois plus puissant que le crack et 5 fois moins cher. C'est un mélange de pâte de cocaïne, d'essence de kérosène et de chaux vive. Une pisse de chat tout juste bonne pour un abruti de chasseur du Middle West, adorant parader devant ses copains avec chapeau de cow-boy sur le crâne, Santiago au pied et fusil à pompe à la main, devant son énorme crossover sur le toit duquel on a planté des cornes de bœuf. En fait, droguer les Indiens, c'est un moyen de les asservir. Donc, c'est vrai que cet oxy, par exemple, qui coûte rien, en fait, c'est un moyen de détruire une population et de dire, vous voyez, maintenant, on peut occuper leur territoire. Hein. C'est ça qui est... Donc, c'est un peu... Au début, d'ailleurs, les Indiens ont très mal supporté le contact avec... les envahisseurs portugais, ils mouraient de grippe, de rhume. Enfin, maintenant, beaucoup d'Indiens vivent dans les villes, en fait. Hein. Voilà. C'est comme en Amérique du Nord, il y a beaucoup d'Indiens qui sont dans des réserves, qui sont... Oui, enfin, il n'y a pas beaucoup d'Indiens au Brésil. Hein. C'est moins de 1% de la population. Et une grande partie, quand même, vit dans les villes. Maintenant, les réserves sont grandes, hein, mais elles sont assez vides. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent mettre la main dessus. Donc voilà, dans ce roman, vous voyez qu'on est à Rio, puis on est en Amazonie, on rencontre des personnages incroyables, l'Américain, oui, l'Américaine qui se fait décapiter. L'Américain, c'est Joe, c'est un type de la CIA qui était envoyé pour aider le Belge à mettre de l'ordre dans son exploitation et qui tourne à Kazakh. Oui. Et qui met son savoir-faire au service, lui aussi, des Indiens, l'Américain. C'est un personnage qui est intéressant, c'est un petit-fils de nazi, enfin il y a tout un passé. Mais in fine, c'est lui qui a le beau rôle, je trouve, Jaws, on l'appelle Jaws. Pourquoi c'est lui qui a le beau rôle ? Parce qu'il meurt en défendant... on finit par tuer l'once pour prendre sa peau, et lui, il descend à un tous les types qui ont tué l'once. Parce qu'on ne tue pas les onces, en fait. Et en fait, il tourne kazakh, c'est bien, parce que pour un type de la CIA formé par la CIA, il se met... Il lâche la CIA le cherche avec des drones, enfin, tu as lu dans le livre. Tout dévoilé non plus. Voilà, et donc il passe du bon côté, quoi, j'allais dire. Donc il n'y a pas que des mauvais gringos, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc beaucoup d'actions, des meurtres, du suspense, des personnages, tous les ingrédients pour un bon roman. C'est un roman, moi, que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille. C'est très facile, très agréable à lire. Les chapitres sont courts, c'est très visuel. On a vraiment l'impression d'être dans un film. Il y a des scènes qui se succèdent. On rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est très coloré, c'est très vivant. Et je vous disais, c'est un premier opus donc d'une série de 3, un Tropique de feu. Le deuxième qui est sorti aussi, qui s'appelle La guerre de l'once et du serpent. On va retrouver l'once, mais cette fois, ça va être autre chose. Il a été édité en même temps que celui-ci, et il est conçu comme un western, en fait, celui-ci, façon Sergio Leone. Il se déroule sur les terres arides qui bordent les rives du Rio São Francisco. Où il n'y a que des légendes et des superstitions. Et là, autant dans Munduruku, on est aujourd'hui, on est dans un contexte tout à fait actuel, autant dans l'autre, on est dans un contexte historique un peu différent, puisqu'on est au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce roman-là, donc, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas... on peut lire les uns indépendamment des autres, puisque ils ont pour point commun le Brésil, mais ce n'est pas une suite, hein, ce n'est pas du tout une trilogie. Dans ce roman-là, il oppose donc des hommes qui incarnent 2 visions du monde. Il y a un étranger, nazi, encore une fois, et un capitaine de la police militaire. Il ne manque plus que la musique de Sergio Leone et d'Ennio Morricone. Donc dans ce deuxième-là, c'est le Brésil... Alors ça, c'est en 1939. Le Brésil n'a pas encore choisi son camp entre les Alliés et l'Axe. Le Brésil est un État fort, gouverné par un type qui est assez bon, un véritable homme d'État qui s'appelle Getúlio Vargas, qui a été un peu
impressionné par Mussolini et Salazar, mais qui veut réunir le Brésil, car en fait, les régimes précédents avaient laissé beaucoup d'autonomie aux gens, notamment dans le Nord, aux grands propriétaires terriens qui faisaient un peu la loi. Et il y avait aussi dans le Nord toute une série de bandes qu'on appelle des cangacers, j'allais dire Robin des Bois, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça. Et il y a toute une mythologie qui s'est développée autour de ces cangacers, qui faisait régner la loi, en fait, dans le Nord-Est, avec la complicité d'ailleurs des grands propriétaires terriens. Et le régime décide de mettre la main là-dessus et d'unifier le pays. Et quand un Allemand arrive avec l'idée de faire un État, un Allemand qui est un ancien SA, qui a été chassé d'Allemagne par les SS, de faire un ancien État indépendant, bien sûr que le pouvoir brésilien ne peut pas laisser faire ça. Donc il envoie ce policier militaire mettre de l'ordre. Et donc c'est la lutte entre le bien et le mal, que j'allais dire, entre le policier militaire et le nazi. Je me suis servi d'un exemple. Les Allemands avaient créé en Bolivie une colonie, aussi, où ils voulaient implanter la race aryenne, etc. etc. D'ailleurs, c'était avec la sœur de Nietzsche, le philosophe, Elisabeth Nietzsche. Et donc, voilà. Donc là, la lutte entre l'once et le serpent, on ne sait pas qui est l'once et qui est le serpent, mais enfin, c'est une lutte. C'est un western dans la Sergio Leone. Ça, c'est donc c'est un bouquin que j'aime bien, moi, mais enfin, qui est très marqué dans l'histoire du Brésil, en fait. Mais c'est un western, quoi, ça se lit comme ça. Alors que le troisième est encore complètement différent. Le troisième qui est à paraître, donc, c'est Le diable se cache dans la cité de Dieu. Et ici, on change d'époque encore. On est en 1973. Et là, par contre, c'est un peu moins reluisant pour nous, Français, puisque c'est le rôle de la France dans la dictature. Alors ça, c'est pendant la dictature au Brésil. Et on ne va pas trop parler de ce livre encore, mais simplement, ce qui est intéressant, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que la France a exporté son savoir-faire en matière de torture, qu'elle avait appris en Algérie et en Indochine, et on a envoyé au Brésil, au Chili et en Argentine, mais notamment au Brésil, des spécialistes comme le général Aurès, pour apprendre aux Brésiliens la contre-guérilla, c'est-à-dire en fait apprendre à torturer les gens, quoi. Donc ça met en cause un peu le rôle de la France dans ces années-là, où le général Aurès donnait des cours dans une école de guerre qui se trouvait à Manaus, moyennant quoi la France a gagné quelques contrats d'équipement d'avions Mirage, bien sûr. Voilà, voilà, c'était un peu ça. Donc vous voyez trois opus sur le Brésil qui témoignent, si on avait besoin d'un témoignage, d'une connaissance vraiment profonde de Patrice sur le Brésil, dans toutes les époques, dans toutes les régions, et qui donne vraiment envie d'aller au Brésil et de connaître mieux cet univers. En tout cas, merci d'avoir écrit ces bouquins. Ça permet vraiment de voyager, ça permet de comprendre et de connaître plein de choses vraiment intéressantes. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille vraiment de lire ce roman. Je suis sûre que vous allez passer un bon moment. Merci, ma petite Isabelle. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Oui, Nicolas. Juste un truc, une remarque, c'est que maintenant le nouveau président du Brésil est la nostalgique de la junte militaire. Oui. Le nouveau président du Brésil ne cache pas sa nostalgie pour le pouvoir militaire fort de 64 à 85. Ce qui se passe dans votre roman à Rio préfigure un peu l'arrivée d'un pouvoir musclé. Et qu'est-ce que vous en pensez, quoi, une petite remarque il n'a pas la majorité à la Chambre, hein, donc il ne pourra pas faire tout à fait ce qu'il veut pour le moment. Donc il y a ce qu'il dit, c'est comme Trump, quoi. Il y a ce qu'il dit et puis après il y a ce qu'il va faire vraiment. Pour le moment, c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, c'est Trump, il tweet, etc., etc. Pour le moment, il n'a pas encore fait grand-chose, en fait, hein. Donc il a voulu donner la liberté à l'agro-business d'aller s'implanter dans les réserves, ça a été refusé. Et il n'a pas la majorité à la Chambre. Donc c'est un pays démocratique, le Brésil. Donc si les lois, il ne pourra peut-être pas les faire passer. Pour le moment, en tout cas, c'est ça. Il n'a pas de majorité à la Chambre, donc il ne peut pas faire passer les lois. Comme il vient d'être élu,
Moi, ça me fait penser un peu à Trump, qui montre un peu ses muscles, qui dit on va faire un mur entre les États-Unis et le Mexique, et puis finalement on fait rien. Donc je pense que Bolsonaro, ça va être un petit peu ça aussi, parce que je vois pas, je vois pas comment il peut aujourd'hui faire passer les lois. Il y a vraiment une différence entre ce qu'il dit et ce qu'il va faire. Est-ce que votre livre a été traduit et publié au Brésil? Hélas, non. Hélas, non, mais j'aimerais bien. Pas encore, pas encore. Merci beaucoup. Alors, bonne lecture.